Shred mode on, je règle une Ibanez comme un scalpel. Vous voulez jouer plus vite, plus propre, sans vous battre contre votre guitare? Aujourd'hui, je vous propose de régler une Ibanez pour le shred sans compromis. Objectif: action ultra basse, manche parfaitement réglée, fretage ajusté et correction d'éventuels petits défauts. Je vous propose un réglage chirurgical pour booster votre jeu. Que vous soyez adepte des allers-retours supersoniques ou des legatos soyeux, ce setup va libérer tout votre potentiel. Bon, après, va falloir bosser quand même un peu, hein? C'est pas parce qu'on a des belles baskets qu'on court vite. Allez, c'est parti, on sort les outils et on va préparer la bébête à encaisser la vitesse. Hey salut, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar, la chaîne qui vous aide à transformer votre guitare en engin de rock'n'roll. Mais aujourd'hui, c'est en engin de shredder de la mort qui tue. Si ce n'est pas encore fait et que ce genre de contenu vous intéresse, eh ben on s'abonne. Bon, j'en étais où? Ah oui, le shred. Le cobaye du jour, donc vous l'avez compris, sera une guitare de marque Ibanez que mon client Jeannot m'a apporté. C'est le modèle RGA42 FM qui lui a tapé dans l'œil pour un budget plus que raisonnable puisque à environ 400 €, un petit peu moins de 400 €. Il a pour projet de se remettre à fond dans la guitare rapide et méchante. Mais est-ce qu'on peut la configurer comme une Prestige? Est-ce qu'on peut en faire un avion de chasse? On voit ça tout de suite et on commence par la poser sur l'établi pour voir comment elle présente bien. Ou pas. Alors, on a la tech typique Ibanez, un joli scié en plastique, une touche en Jatoba, variante économique du palissandre, 24 frettes jumbo avec un radius de 16, deux humbuckers Ibanez Quantum, un chevalet type Hipshot badge Ibanez, un switch 5 positions, un volume et une tona pour les potards. Une fausse table en érable famé teintée en transparente grès flat, corps bombé, ce qui la rend très esthétique. Un binding crème et une entrée jack canon. On a des mécaniques bain d'huile, le numéro de série et le Made in Indonesia. Un scar joint discutable, bois pas vraiment sélectionné, avec une marque le long du manche, comme ça, là, bof. Fixation par 4 vis, pas de pack à la Fender. On a 2 cavités pour l'électronique. Les cordes sont traversantes. Les finitions sont pas trop mal, malgré quelques petits défauts par-ci, par-là. Le neck pocket est un peu large. On voit de chaque côté. Là, ça plaque moyennement, alors que l'autre côté, pleinement. Après, c'est normal, c'est une guitare industrielle aussi, hein. Les cavités des micros sont pas bien finies. C'est un petit peu dommage, ça. Et la fente du switch également, regardez. C'est à moitié fait, quoi. Alors, on a les vis des pontets qui sont agressives pour la peau. Et pour les médiators. Voilà, j'ai des copeaux là, et regardez le médiator. Aïe. Si on la retourne, le corps est en méranti. Ça ressemble à de l'acajou un peu cheap. Il est en 3 voire 4 pièces. Tout ça avec un vernis satiné mat. On a une jonction là qui est quand même très proche du bord. Bon, à première vue, il y a du bon et du moins bon. Elle est plutôt de bonne facture, surtout au niveau de l'ergonomie. La table bombée donne une impression de confort, vraiment. Et le manche correspond vraiment à ce qu'on attend d'un manche pour shredder. Radius de 16, le fameux profil Wizard 3 typique d'Ibanez, j'y reviendrai un peu plus tard. Tout ça donne vraiment une bonne préhension en main. On est confort. D'autant plus qu'elle est toute légère. 2,7 kg, toute mouillée. Maintenant, le scarf joint, le collage de la partie rapportée de la tête aurait pu être un peu plus élégant, avec des bois un peu mieux sélectionnés. Là, c'est pas très discret, c'est plutôt voyant. Le bois du manche aussi, avec cette grosse imperfection qui court tout le long. Franchement, je me demande un peu quand même en termes de stabilité dans le temps, comment ça va vieillir tout ça. Globalement, les finitions sont pas trop mal faites, notamment la pose du binding, hein, c'est quand même un truc un peu... Après, il y a quelques petites imperfections quand même. On a vu que le corps était fait d'au moins 4 pièces, pas du tout symétrique, en plus, c'est pas du tout sectionné, voilà, hein. Et que les vis du chevalet, pour certaines, n'étaient pas ébavurées. Alors là, par contre, ça pose un problème pour quand on fait des palmutes, avec cette partie-là de la main là, qui est toute douce, là, pas très agréable, pas très confortable quand même. Et pour chipoter, parce qu'on est sur une gratte qui a moins de 400 balles, mais excusez-moi, déjà qu'on n'est pas sur une vraie table en érable blondé, hein, comme c'est annoncé dans toutes les specs, c'est pas du tout une table, c'est un plaquage, ils le font tous, hein. À ce prix-là, rien d'étonnant. Mais ils auraient quand même pu teinter toutes les cavités qui sont un petit peu apparentes, quoi. Notamment celle des micros, celle du sélecteur.
finir d'éteinter en noir, c'est à moitié fait, c'est pas fait. Et c'est vraiment dommage parce que, à mon sens, ça, c'est une petite étape supplémentaire, mais ça donne un grand ressenti de qualité de l'instrument. Et pourtant, si on fait un focus sur la marque Ibanez, c'est quand même une sacrée référence dans le domaine. Et ouais, pour moi, Ibanez, c'est vraiment le nom qui claque dès qu'on parle de guitare un peu extrême. 7, 8, 9 cordes, 30 frettes, des manches fuselées et des looks qui envoient. Mais derrière cette image un peu moderne futuristique se cache une histoire 100% japonaise et sacrément rock'n'roll, vous allez voir. Au tout départ, Hoshino Gaki, le bien nommé, importe des guitares d'un luthier espagnol qui s'appelle Salvador Ibáñez. Des guitares classiques, bien entendu. Quand la marque s'arrête, il la rachète et continue de fabriquer des guitares sous le même nom. Et dans les années 50-60, Ibanez passe à l'électrique et devient la référence pour les débutants, en copie de célèbres guitares de célèbres marques, notamment Gibson et Fender, avec une qualité bluffante. Tellement bluffante que Gibson décide de porter plainte. C'est la fameuse époque des procès dits lawsuits. Alors, plutôt que se battre contre ce mastodonte qu'est Gibson, Ibanez contre-attaque finalement en créant ses propres modèles. Gibson les a forcés à créer ses propres modèles, avec les séries Musician, Performer ou Roadster qui posent vraiment les bases. Mais c'est avec des collaborations avec des artistes que la marque va vraiment décoller. Ils avaient compris avant tout le monde l'intérêt des influenceurs. Donc George Benson, Paul Stanley de Kiss, puis Steve Vai avec la JEM offrent finalement à Ibanez une identité. Guitare ultra rapide, look déjanté et ergonomie de folie. Du coup, ils ont endorsé une liste impressionnante d'artistes. Au vrac comme ça qui me passe par la tête, il y a Mick Thompson de Slipknot, Paul Gilbert, Satriani, Frederick Turdendal de Meshuggah, là c'est pour les guitares avec beaucoup de cordes, Dexter Holland de Offspring, etc., etc. La liste est super longue. Puis, ils ont lancé aussi la Universe, la première 7 cordes de série. Alors là, au départ, gros flop, jusqu'à ce que les mecs de Korn décident de s'en servir et deviennent un peu l'étendard du new metal. Là, ça me rappelle ma jeunesse, ça. Plus tard, Ibanez renouvelle l'expérience puisqu'il lance la première 8 cordes de série. Et ouais, c'est eux. Et là, en ce moment, ils sont même en train de teaser sur des modèles 9 cordes ou sur des 30 frettes. Enfin, bref. Ça innove. Donc pour moi, Ibanez, c'est vraiment la marque qui a jamais eu peur de tout casser pour réinventer les choses. Finalement, des copies bluffantes aux monstres de technologie, technique, de confort, elle a toujours eu une longueur d'avance. Voilà pour la petite référence historique. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. Tiens, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça cool que je mette un petit peu d'histoire autour des sujets qu'on traite? Dites-le moi. Puis d'ailleurs, si vous avez des compléments à rajouter, moi je suis friand. J'adore apprendre ces petites anecdotes sur les marques et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. On lance un peu les débats et on discute dans les commentaires. Allez, maintenant on va repartir sur la guitare quand même et on va aller checker le réglage. Et on va commencer par l'accorder correctement. Et puis je vais la tester en position de jeu. C'est incroyable le poids quand même, elle est vraiment super légère. Et ce manche aussi là, très agréable quoi. Il est un peu large, 43 mm au sillet, par contre à la première frette, 19 mm d'épais, 21 à la 12e. Donc c'est un peu large, mais c'est pas épais, avec un plat typique Ibanez, quoi. Un truc un peu sympa. Allez, je teste pour voir s'il y a de la frise. Je fais du note à note, comme d'habitude. Bon, ça se passe plutôt bien, j'ai pas de frise apparente comme ça. Je vais quand même aller checker le manche pour voir comment il est réglé. Alors, voyons voir. La cale de 50 ne passe pas. Je passe direct à la 30. Passe pas non plus. La 25. Il ne passe pas. Et la 20 qui passe au forceps, quoi. Donc le manche est très très tendu, limite trop. On va tester l'action maintenant. Alors sur le mi grave, j'ai un bon, allez, j'ai 1,5 mm bien tassé, presque du 1,7, ce qui n'est pas si haut que ça. Côté mi aigu, j'ai quasiment la même hauteur, 1,6. Là, par contre, c'est plutôt haut pour une guitare de Shredder. Alors, voyons voir si le si est bien réglé. Le mi, oui. Le si aussi. Bon, les deux cordes centrales sont un petit peu hautes. Sinon, les autres... celle-là aussi peut-être. Mais ça reste quand même très bien réglé pour une guitare d'usine. Je vais tester l'intonation. Donc là, je frette à la 12e pour vérifier. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous avez envie d'aller la voir, qui vous explique l'intonation de fond en comble. Bon, on voit que sur le mi, il y a un petit défaut. Le la est plutôt pas mal. Et je teste toutes les autres cordes et c'est plutôt assez correct. L'intonation est assez bien réglée aussi. Donc c'est plein de bonnes surprises quand même. Cette guitare est quand même relativement bien réglée, à part ce mi grave, mais c'est chipouille. On va tester maintenant l'électronique. Donc le volume ne crachote pas.
La Tona non plus. Alors vous avez pu voir dans d'autres vidéos, hein, comme celle où je démonte les 4 télé, là, où c'était pas gagné. Alors, le micro grave, le micro en parallèle, la position intermédiaire où il y a les deux doubles ensemble. Là, c'est les deux doubles splittés en simple ensemble. Et la dernière position où je crois, bah oui, on a que le humbucker côté chevalet. Allez, on la retourne et on va aller regarder ce qui se passe dans la trappe de l'électronique. Alors la petite astuce, je vous ai déjà montré ça, mais je vous la remontre parce que je l'aime bien. Quand on n'a pas d'ongle et qu'on n'arrive pas à enlever ça, on ne prend pas de tournevis, on prend un petit scotch, on se fabrique une petite poignée comme ça, là, qu'on vient juste poser délicatement sur le cache et hop, on tire sur la tirette. Alors tiens, et c'est doublé la cavité, là, le capot en tout cas, avec de l'alu, donc ça c'est plutôt quali, c'est pas mal. Bon, maintenant quand je vois comment le blindage a été fait, ouais, c'est quand même assez vite fait. Après, le câblage est simpliste. On voit que les potards et la capale condo montée dessus, bon, bah, on a du chip embarqué, ça fait le boulot, quoi, mais c'est optimisable. Si vraiment on voulait optimiser, on pourrait commencer par refaire un peu électronique. Et le switch, c'est un switch avec un circuit imprimé badgé Ibanez. Bon, pourquoi pas. Et tiens, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache derrière l'autre cavité? Eh bien, uniquement pour l'entrée de jack canon. Et là, on voit que là, du tout, c'est pas du tout traité avec de la peinture anti-parasite. Et on voit d'ailleurs la jonction, là, vous avez vu, on voit un collage du corps. Et ben voilà, un sacré tour du propriétaire. Ça, c'est de l'autopsie. Donc je vous rappelle que l'idée de base, quand même, c'était de la préparer en mode shred. Et pour ça, il faut une action très basse. Mais pour une action très basse, il faut que le plan de fret, ça soit un billard. Et franchement, pas sûr que ce soit le cas. Allez, on vérifie. Allez, donc on commence par démonter les cordes. Rien de bien foufou, hein. Hop, on les met d'un côté, tac, je démonte les autres, tac, boum. Et bien sûr, j'en profite pour les mettre à recorde. Là, je vais tester les mécaniques et vérifier si elles sont bien ou pas bien. Alors, vous voyez, il y a quand même un petit peu de jeu quand on touche la tête. C'est pas gage de bonne qualité. Maintenant, je vais vérifier leur dureté quand on les tourne. Parce que ça, c'est réglable. Et c'est cool quand c'est un peu homogène. Et là, je me rends compte, il y en a une qui bouge un petit peu beaucoup. Alors, comment on règle ça? Tac, un petit coup de tournevis, on met un tout petit tour pour serrer, là on va venir légèrement comprimer le joint, pas trop sinon vous allez le casser. Et l'idée c'est d'avoir un peu la même dureté quand on tourne, ça facilite l'accordage. Ensuite, tant qu'on est sur les mécaniques, on va vérifier si elles sont bien serrées. La première ça allait, la deuxième elle a besoin d'un petit coup, celle-là aussi, celle-là un peu plus. Bon, c'était correct, mais ça fait toujours du bien de mettre un petit coup de serrage. Vu qu'on a serré le contre-écrou, ben, de l'autre côté, les petites vis, on va remettre un petit tour aussi. Comme ça, on est déjà sûr de partir sur des mécaniques qui sont bien fixées à la tête. Et ça aussi, c'est gage quand même d'une bonne tenue d'accordage dans le temps. Alors, maintenant, on va tester le plan de fret. Alors, qu'est-ce que ça dit le plan de fret? Bon, eh ben forcément, ça oscille un peu parce qu'on avait un manche qui était très tendu avec des cordes en tension. Donc maintenant que j'ai enlevé les cordes, forcément, il a tendance à repartir vers l'arrière. Donc pour ça, on va utiliser une autre petite clé, c'est du 4 mm parce qu'on est sur la fabrication asiatique, donc c'est du métrique. Et on va libérer un peu de tension dans le manche. Là, il faut forcer légèrement parce qu'il n'a pas dû être actionné depuis très longtemps, enfin, depuis la sortie de l'usine. Et là, normalement, le manche a dû revenir. Voyons voir. Ouais, ça me plaît beaucoup mieux déjà. Et là, je suis sur un plan de fret qui est pas mal. Allez, on va quand même vérifier ça de plus près. Pour ça, j'utilise mon magnifique fret rocker et je vais vérifier les frets 3x3 pour être sûr de ne pas en avoir une plus haute que les autres. Je serais quand même étonné d'avoir un plan de fret parfait. Ah ben voilà, boum, on voit que ça rock légèrement. Donc là, c'est le côté. Je vais la marquer. Et je repars sur la suite de mon inspection, vérifier si c'est la cata ou pas. Tiens, bah directement derrière, j'en ai une autre qui est un peu haute aussi. Alors, j'ai pas tourné les plans, mais la haute, j'ai essayé de la rentrer de façon traditionnelle avec le marteau. Rien n'y a fait, donc j'ai pas pu. Enfin, j'anticipe les questions qu'il pourrait y avoir dans les commentaires. J'ai essayé de la rentrer au marteau, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je décide de sortir ma petite lime baroque et de venir légèrement redescendre la frette en hauteur, en tout cas sur le côté, là, côté partiel, donc rattraper un petit peu le défaut. La problématique, c'est que juste après, j'ai une frette qui est aussi un peu haute. Donc c'est compliqué de rattraper deux défauts comme ça, comment dire, consécutifs, avec un outil qui va traiter une frette à la fois. Donc là, je décide de les raboter pour descendre un peu, parce que mine de rien, ça veut dire qu'elles sont quand même trop hautes. Et ce ne sera pas la solution ultime. Je vais faire une semi-planimétrie. Donc je ne vais pas toucher aux premières frettes qui sont impeccables,
Et par contre, là, je repère bien où j'avais mes défauts et je vais plutôt faire une semi-planimétrie pour aller redescendre l'ensemble du niveau des frettes et faire en sorte que surtout les problématiques redescendent à un niveau correct et que toutes les frettes soient dans le même plan. Je protège la guitare. Je mets du scotch sur les cornes parce que quand on va revenir dessus avec la lime pour refaire le dôme des frettes, on va avoir tendance à venir passer proche des cornes, donc ça évitera de faire des impacts. Je monte du grain 400 sur ma cale en alu bien droite et je fais une première passe toute douce. J'appuie absolument pas avec la main, je laisse travailler la règle pour vérifier ce qu'il en est. Donc vous voyez que les frettes qui étaient hautes est déjà vachement attaquées. Celle d'après un petit peu, mais j'ai quand même, vous voyez, des petits points, par exemple ces deux-là, n'ont pas été du tout attaquées, alors que celle d'avant et celle d'après, oui. Donc j'ai un petit creux de ce côté-là. Et les autres frettes, légèrement, et plus on va vers les aigus, et plus c'est attaqué. Donc là, je lance un peu plus la lime, histoire de attaquer toutes les frettes, et être sûr que je les ai toutes mises dans le même plan. Donc j'ai toujours pas attaqué certaines parties de frettes, alors que celle qui était trop haute, vous voyez, c'est net, elle est déjà plus attaquée. Donc je décide quand même de remonter, là je change de cale, j'en mets une plus courte, parce qu'il n'y a aucune raison que j'aille attaquer toutes les frettes, il faut vraiment que je soigne au niveau des petites, pour pouvoir récupérer celle au niveau de la case 12-13. Voilà, maintenant que j'ai pu toucher tout le monde, je repère où est ma 12e frette, ma 12e, 13e frette, c'est le milieu du manche. Là c'est une astuce pour avoir une guitare bien réglée, en mode shredder, une action basse, et ben on va faire en sorte de créer des frettes en haut de manche un petit peu plus basse que les autres, histoire de pouvoir régler les cordes un peu plus basses, une petite tricherie quoi. Voilà, donc on met une cale sous la 12e, ça incline légèrement la règle, et du coup ça permet de pouvoir faire une planie avec un petit angle, voilà, léger. Donc c'est pareil, tout est fait sous contrôle, enfin, on y va doucement, pas comme des bourrins, parce qu'il peut faire des dégâts irréversibles, mais là je suis assez content du résultat. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais protéger la touche des premières cases. Je vais remettre des marques un petit peu partout. Et là, je vais retravailler mes frettes parce que forcément, elles ont été passées à la cale plate. Il va falloir que je les réarrondisse. Et moi, j'utilise ma Z-File pour faire ça parce que j'ai fait le tour d'un peu toutes les limes qu'on pouvait trouver dans le commerce. C'est un petit investissement, mais ça marche super bien. Donc, je suis très content de cet outil. C'est très rapide. En fait, c'est une lime asymétrique. Donc, on fait un côté, puis ensuite l'autre. Et ça fonctionne super bien, c'est rapide, c'est efficace pour faire des planimétries à la volée, ça vaut super le coup. Ensuite, je sors, là c'est une petite lime qui est plate d'un côté et qui est bombée de l'autre. En fait, ça sert à faire les bords de frettes parce qu'il était un petit peu agressif ce bord de frettes. Donc voilà, on se met bien à plat sur la touche pour arrondir, comme ça, là, voilà, vous voyez. Et après, je prends le côté bombé et je fais ce geste-là. Et en fait, ça va permettre d'avoir des bords de frettes beaucoup mieux travaillés, en tout cas beaucoup plus doux quand vous faites des démanchés, et de vraiment plus du tout sentir les bords de frettes et d'être très libre dans vos mouvements. Ça correspond quand même bien à la volonté d'une guitare pour un shredder. Ensuite, je sors toutes mes peaux mèches. Je commence, donc j'avais attaqué avec ma cale avec du 400, j'ai passé du 600 et je monte en grain bien gentiment. Et je finis à la Dremel, comme ça il y a un polissage des frettes absolument miroir. Et donc ça va donner un jeu très confortable. Si vous faites des bends, des genres de choses, ça va être très fluide, très confortable. Je peux enlever toutes les protections. Voilà. La touche en Jajatoba, là, elle est ultra sèche. Alors le scotch, ça arrange pas les choses, mais très sèche. Donc je sors mon élixir. Un petit coup, une case sur deux. Et je prends le temps de bien faire pénétrer dans le bois. Et regardez déjà comme ça révèle les fibres du bois. Regardez, ça le rend magnifique. Ça l'habille, ça le tune, ça le pimpe. Et en plus, ça hydrate. Donc c'est plutôt cool. Je sors mon t-shirt avec une tête de mort parce qu'il faut toujours avoir un t-shirt avec une tête de mort dans un atelier qui se respecte, n'est-ce pas? On fait des engins de rock'n'roll. Et voilà le résultat. Des frettes qui brillent, une touche réhydratée. Bon, ben, on est déjà sur du beaucoup mieux pour le manche. Voilà, une touche et un plan de frettes digne de ce nom. Maintenant que tout ça est nickel, on va aller s'occuper rapidement des petits défauts. Et je commence par démonter les micros. Là, c'est facile. C'est du direct mount, donc c'est vissé directement dans le corps. Et vous pouvez voir que le fond des cavités n'est pas en noir, mais pas le bord. L'usinage a dû être fait après. Je sais pas, c'est bizarre. Là, c'est dommage parce que là, on voit clairement qu'on est sur un plaquage et du coup, ça saute aux yeux, je trouve, une fois qu'on a vu ça. C'est un peu dommage parce que ça nuit au ressenti qualitatif de l'instrument. Donc, je préfère un peu la maquiller, la faire belle.
Donc je prends un peu de peinture isolante, qui est bien noire, bien mate, hein. Donc c'est une zone qui n'est pas trop éclairée, donc ça n'attirera plus l'œil. Et comme ça va masquer le fait que c'est juste un petit masquage. J'en profite également pour faire la fente du sélecteur. C'est quand même dommage, c'est à moitié fait d'un côté, pas fait de l'autre. Ça fait un rendu quand même qui est beaucoup plus sympa une fois que c'est fait, que c'est complètement traité. Allez, je remonte les micros, c'est rien de plus facile. On remet les vis dans les trous et on remonte ça. Regardez, ça fait quand même plus sérieux, quoi. Ça fait plus propre, je trouve. Ça attire beaucoup moins l'œil. Après, c'est un détail, mais ça veut dire beaucoup. Allez, on va s'attaquer au pontet ultra agressif pour la main. Voilà, pareil, assez facile. On le démonte. Voilà, il n'est pas du tout ébavuré, le coco. Je le pose sur ma cale bien plate qui est montée avec du 400. Et je fais des petits ronds pour les bavurer gentiment et retrouver quelque chose de confortable. C'est du détail tout ça, mais c'est ce qui fait la différence entre une guitare de qualité et une guitare sortie d'usine à pas cher. Là voilà un petit peu plus présentable, même si j'avoue que c'est un petit peu du chipotage, hein. Après, perso, je trouve que ça fait partie d'un ensemble quand même. Et quand on a une guitare impeccable, eh ben ça donne envie de bien jouer, de mieux jouer. Les pontets par contre, pour le confort de jeu, c'était limite, hein. Je trouve ça vraiment moyen d'avoir laissé passer ça au contrôle qualité, s'il y en a un. Bon, et ben on va pouvoir passer à l'étape du remontage et du réglage de la bébête. On commence par remonter un jeu de cordes tout neuf. Alors là, on engage le bout de la corde. Vous avez vu, je tiens l'autre partie de la corde. On engage la corde, on tire gentiment et on l'accompagne jusqu'à la férule. Ça évite que la corde vienne taper n'importe où et fasse des rayures au dos du corps, ce qui serait quand même dommage. Moi, je monte d'abord toutes les cordes comme ça et ça me permet de les avoir déjà toutes en place. Je débarrasse le plan de travail et je suis un peu plus clean. Ensuite, ce que je fais, c'est que moi, j'aligne toutes les mécaniques, les unes comme ça, dans ce sens-là. Ça permet aussi de gagner du temps, c'est psychologique, mais je me dis, allez, je suis en mode combat, je monte des cordes, donc j'y vais à fond la caisse. Je monte la corde, je m'assure qu'elle soit bien embutée contre la férule tout au bout. Je la tends au doigt, hein, donc sans trop de force. Je rajoute une mécanique, une largeur de pouce et un petit peu de rab. Je reviens, je laisse passer, on va dire 5 mm. Et je commence à enrouler la corde. Après, vous allez voir plein de méthodes différentes. Moi, c'est la mienne. C'est celle que je fais. Et je fais en sorte que les enroulements, vous voyez, passent les uns en dessous des autres. Du coup, en remontant le long de la mécanique, ils vont auto-bloquer la corde. Et l'idéal, c'est d'avoir un tour et demi, 2 tours maximum. Allez, je vous remonte le process. Là, vous voyez, hop, j'en profite, je tends bien avec mon bout de doigt pour que la corde soit bien en place. Et je la monte en tension gentiment, comme cela. Allez, j'enchaîne avec toutes les autres cordes. Voilà, nous voilà rendus. Hop, on débarrasse un petit peu l'établi. Tac. On va raccorder la bébête. Donc on monte le volume. Tac, c'est parti, réaccordage. Voilà, à peu près en place. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je tire sur les cordes. Vous voyez, j'y vais un petit peu de manière sauvage et brutale. Mais ça va aider la corde à finir de se détendre correctement et à bien se serrer autour de la mécanique. Je retends les cordes. Là, normalement, on a un accordage qui est déjà beaucoup plus stable dans le temps, malgré que ce soit des cordes neuves. Allez, on va voir comment le manche a réagi. Donc logiquement, je l'ai détendu un petit peu pour retrouver plat. Donc là, on aurait retrouvé un manche un peu plus courbé. Je vous rappelle que la cale de 20 passait pas tout à l'heure. Là, je refais pour le test une cale de 20, une cale de 40, une cale de 30. Tac. Allez, je vais essayer la cale de 20 pour voir si elle passe. Et j'ai ma cale de 20 qui passe tranquillou. Donc là, c'est bon. 25 ne passe pas, 20 passe. Pour moi, c'est la bonne courbure de manche. Maintenant, on va s'attaquer à l'action. Alors, tout à l'heure, on avait une action qui était relativement haute quand même. Pour mémoire, c'était du 1,7 sur le mi grave et du 1,5 bien tassé, quasiment 1,7 sur le mi aigu. Donc côté mi grave, ça allait à peu près. On peut peut-être faire un peu mieux. En tout cas, côté mi aigu, c'est beaucoup trop haut. Donc là, je décide déjà de mettre un tour à tous les pontets et vérifier comment c'est descendu. L'objectif, là, dans un premier temps, c'est surtout de régler la corde de mi grave et la corde de mi aigu à la hauteur que je souhaite. Je réaccorde la guitare. Je recheck parce que il y a une incidence sur le manche quand on réaccorde la guitare. Quand on baisse les pontets, on défait la tension, donc le manche repart en arrière, on réaccorde, le manche se recourbe, donc il y a un petit effet quand même sur l'action. Je prends ma règle à radius et on va les régler les autres cordes bien comme il faut au radius. Donc c'est assez plat, le radius de 16. Et là, mon outil, c'est en fait, il doit être en contact avec le mi aigu et le mi grave. Et je remonte toutes les cordes comme ça en les faisant jouer et ça doit légèrement friser. Ça veut dire que la corde est bien en contact
avec ma règle à radius. Si c'est pas le cas, c'est qu'elle est trop basse. Si ça frise de trop, c'est qu'elle est trop haute. Mais si elle est trop haute, de toute façon, ça va mettre la règle en bascule. Là, c'est pas le cas, donc j'ai identifié 3 cordes qui étaient un poil trop basses. Donc, je les détends. Quand il s'agit de descendre les pontets, on peut le faire en guitare accordée. Quand il s'agit de les remonter, il faut bien penser à détendre vos cordes. Sinon, vous allez avoir de la casse ou vous allez foirer les pas de vis. Ok, je recheck rapido, presto. Donc là, dans l'idéal, j'aurais dû réaccorder la guitare. J'ai voulu gagner un peu de temps, donc je ne l'ai pas accordé, excusez-moi. Mais dans l'idéal, il faut réaccorder la guitare avant de refaire ce test, parce qu'il faut que les cordes soient forcément bien en tension. Allez, je la réaccorde maintenant. Et je vais vérifier mon action. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Je vous donnerai les chiffres un peu plus tard. Là, je vais m'occuper du coup de l'intonation. Donc, je ne vais pas vous mettre le plan parce que vous savez comment ça se passe. Je vous le répète, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui explique exactement comment faire et comment régler son intonation aux petits oignons. Je vous laisserai aller chercher sur la chaîne. Allez, test en position de jeu. On va vérifier qu'il n'y ait pas du tout de frise. Logiquement, tout devrait bien se passer avec un plan de fret aux petits oignons comme je l'ai travaillé tout à l'heure. Ça devrait plutôt être agréable et nickel. Bon, eh ben c'est bien tout ça. C'est pas mal. Allez, on va vérifier quand même la hauteur de l'action parce que je suis pas peu fier. Alors regardez-moi ça. Hop, hop. Si je regarde bien, sur le mi grave, on va être aux alentours de 1,25, 1,30. Hein, voilà. Et sur le mi aigu, messieurs, dames, on descend, on descend, on descend. On est toujours en dessous de ça. Voilà, on va être sur, allez, on va dire un petit millimètre, voire un poil moins du millimètre. Ouais, on va dire 0,8, 0,9. Allez, 0,9, ma petite dame. Voilà, il est temps de mettre un bon coup de chiffon partout. Et puis, bah, cette Ibanaise, elle va pouvoir repartir dans les mains de son propriétaire pour pratiquer l'art délicat du shred, n'est-ce pas? C'est une belle petite bébête. En tout cas, c'est une super base de pimp. C'est un peu plus cher que les guitares entrée de gamme qu'on peut voir un peu ailleurs, mais on est quand même sur du bien fini. Moi, je changerai les micros, je changerai l'électronique et le sillet en plastique, ça me dérange toujours un petit peu. Par contre, le reste, ça m'a l'air plutôt assez convenable. Pourquoi pas les mécaniques? À voir. Eh bien, nous voici rendus. Jeannot est venu la récupérer. Je crois qu'il était content. Il va pouvoir s'entraîner sans douleur avec une guitare réglée aux petits oignons. Donc, je me répète, mais si ce genre de vidéo vous intéresse, ben moi, je vous recommande de vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à bientôt, les moussaillons.